Tout à fait. Autre chose, dans 4 jours, si tout se passe comme prévu, une capsule reliant la Station spatiale internationale, l'ISS, à la Terre, la capsule Crew 11, doit atterrir au large de la Californie, transportant une équipe d'astronautes. Elle ramène toute une équipe en raison d'un problème de santé touchant l'un d'entre eux. C'est la première fois qu'une évacuation de ce type a lieu depuis que l'ISS existe. Durant leur mission, ils devaient notamment simuler des scénarios d'alunissage dans le cadre du programme Artemis lancé par les États-Unis pour retourner sur la Lune. Avec nous, Olivier Sanguy, bonjour. Merci de répondre à nos Bonjour. questions depuis la Cité de l'Espace. Vous êtes porte-parole de cette institution. On va commencer par cette évacuation sanitaire, si vous le voulez bien. Elle est absolument inédite dans toute l'histoire de l'ISS. C'est en effet une première dans l'histoire de la Station spatiale internationale, l'ISS. En revanche, c'est déjà arrivé dans le spatial, notamment dans les années 80. La station soviétique Salyut 7 a connu une évacuation accélérée parce qu'un membre d'équipage était malade. C'est donc pas une première, mais une première pour la station. Et conséquence de ce retour avancé, mais pas précipité, on parle seulement de quelques semaines, l'équipe Crew 12, qui comprend notamment la Française Sophie Adenau, va devoir partir plus tôt. En théorie, c'est ce que la NASA cherche. Vous avez raison de dire que c'est avancé et pas précipité. Normalement, le vol Crew 12, la relève suivante côté américain, 4 astronautes qui prennent la place des 4 de Crew 11, devait décoller le 15 février au plus tôt. Et l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a exprimé son vouloir accélérer ce décollage. Maintenant, il y a des délais incompressibles. Par exemple, la quarantaine que suit l'équipage avant de décoller pour pas amener des germes à bord de la station, c'est 2 semaines, c'est incompressible. Donc on verra s'ils peuvent gagner quelques jours ou une semaine ou un peu plus. Là, il faut attendre pour l'instant. On attendra le retour de Crew 11 avant le départ de Crew 12. Olivier Sanguy, cette année 2026 s'annonce sous les meilleurs auspices en ce qui concerne l'espace. Est-ce que vous pouvez nous présenter les prochains grands rendez-vous? Bah, il y en a un qu'on a déjà évoqué, hein, c'est bien sûr le départ de Sophie Anno. Alors c'est surtout pour la France, parce que ce ne sera que la deuxième Française dans l'espace, après Claudie Aigneret, qui a fait 2 vols. Le dernier, c'était en 2001, donc c'est la marraine de la Cité de l'Espace. Et bien sûr, on va faire un événement, le public pourra venir assister en direct à ce décollage. Ensuite, autre grand événement qui pourrait se produire un petit peu avant, on ne sait pas encore, puisque la fenêtre de lancement commence le 6 février. Ça va être la première mission habitée autour de la Lune depuis plus d'un demi-siècle. C'est Artemis 2. Donc 4 personnes, 3 Américains et un Canadien vont tourner autour de la Lune. Et là, on aura la première personne de couleur autour de la Lune, la première femme autour de la Lune et le premier non-américain autour de la Lune. C'est le Canadien Jeremy Hansen. Donc ça, c'est un grand événement. Ensuite, on va avoir plusieurs missions, notamment d'exploration du système solaire. On va avoir une sonde européenne qui va arriver autour de Mercure et tout. Et il y aura peut-être une course dans la course pour la Lune entre la compagnie SpaceX et la compagnie Blue Origin. Ces 2 compagnies veulent démontrer qu'elles sont capables d'amener des Américains sur la Lune avant que la Chine y aille une première fois. Une Donc course ça va être intéressant à suivre. Donc, course qui fait l'objet de rivalité internationale, vous l'avez dit, mais aussi interne entre les entreprises américaines. Quel lanceur sera finalement retenu? Pour en revenir à cette mission Artemis 2, quelle est-elle? Quel est son objectif? L'objectif, c'est le premier vol habité du nouveau programme lunaire américain. Il s'agit de revenir sur la Lune. Mais dans ce vol-là, on va faire un tour de Lune. C'est voilà, c'est un peu Apollo 8, pour ceux qui s'en souviennent, c'était en 1968. C'est un peu Apollo 8 bis. Ça permet de tester la capsule Orion avec des astronautes, parce que le vol qui avait eu lieu Artemis 1 en fin 2022, il n'y avait personne à bord. Et la chose qui est intéressante à noter, c'est que la capsule américaine ne peut pas aller autour de la Lune sans un module de service européen. C'est l'Agence spatiale européenne qui fournit le module de service de cette capsule. Donc, en gros, les Américains ne peuvent pas aller autour de la Lune sans les Européens. Après tout, Artemis, c'est un programme de coopération. Il y a l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale canadienne, l'Agence spatiale japonaise et les Émirats arabes unis. Tout cela pour dire quoi? Pour dire qu'un jour, l'homme sera de retour sur la Lune, sans mauvais jeu de mots. C'est un peu une sorte de vieille Lune depuis des décennies, Olivier Sanguy. Oui, vous avez raison, c'est une vieille lune en ce sens que la NASA va retourner sur la Lune depuis Apollo quasiment et que ça n'a pas toujours bien marché. Il y a eu des projets qui ont été annulés, etc. Là, le but, c'est de le faire à longue durée, c'est-à-dire en fait, c'est de continuer là où on s'est arrêté avec Apollo. Symboliquement, Apollo 17 en 1972, c'est le premier vol où il y a un scientifique
sur la Lune, Harrison Schmitt, et c'est le dernier du programme Apollo. Là, on voudrait, c'est ce qui a été annoncé, faire peut-être une base où on pourra avoir des scientifiques qui vont travailler sur la Lune. Et il s'agit aussi de préparer bien plus tard, le voyage vers Mars. En gros, on va s'entraîner sur la Lune, mettre au point de nouvelles technologies pour plus tard, peut-être, le grand bond habité vers Mars. Et il faut savoir que la Chine a des plans à peu près similaires, c'est-à-dire c'est d'aller sur la Lune, oui, mais aussi, plus tard, faire une base. La Chine qui se prépare effectivement à une mission lunaire habitée probablement pour 2029 à l'occasion des 80 ans de l'anniversaire de la République populaire de Chine. Des élus américains estiment, Donald Trump pour commencer, que leur pays doit y aller avant les Chinois. Est-ce qu'on peut dire, Olivier Sanguy, qu'une nouvelle course à la conquête de l'espace est lancée? Alors oui, oui et non, en ce sens que la course, elle est surtout côté américain. Comme vous l'avez dit justement, des élus américains, notamment côté Donald Trump, estiment qu'il est inacceptable que les États-Unis soient en retrait dans le spatial. C'est pas nouveau, c'est la space dominance. Les États-Unis ont toujours dit que la première puissance mondiale ne devait pas avoir la deuxième place dans l'espace. La Chine, elle n'a pas clairement dit qu'elle voulait être sur la Lune avant que les Américains y retournent. En fait, la course, elle est peut-être entre les Américains eux-mêmes, à savoir quelle entreprise privée va fournir l'atterrisseur lunaire. La capsule Orion amènera toujours les astronautes vers la Lune, mais l'engin pour se poser, eh ben, en ce moment, c'est soit SpaceX, la compagnie d'Elon Musk, soit peut-être Blue Origin, la compagnie de Jeff Bezos. Et la compagnie Blue Origin va tenter de faire un atterrissage automatique avec un atterrisseur plus petit que celui qu'il y aurait pour des astronautes. Et donc, cette démonstration, si elle l'a réussi en début d'année, ben, Blue Origin pourra dire, voyez, je suis crédible, moi, je peux aussi vous fournir un atterrisseur lunaire. Et qui dit course vers la Lune dit argent, beaucoup d'argent. Qui finance tout cela? C'est l'État américain, mais enfin, on dit beaucoup d'argent. Je vais apporter un modulo, c'est-à-dire que le budget de la NASA, qui est l'agence spatiale civile qui a le plus d'argent dans le monde, c'est en gros 24 milliards de dollars, pardon, ben, ce n'est que 0,6% du budget fédéral américain. 0,6, hein, c'est moins de 1%. Donc c'est à la fois bien sûr beaucoup d'argent, mais en pourcentage, c'est pas ce qui draine toutes les ressources de l'État américain. Un élément notable à relever, Olivier Sanguy, et même si l'espace tend à devenir de plus en plus un théâtre d'affrontements de nature géopolitique, l'exploitation de la Station spatiale internationale reste l'un des domaines, sinon le dernier domaine de coopération entre les États-Unis et la Russie. Oui, en effet, vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les visiteurs de la Cité de l'Espace, où on présente ce qu'est la Station spatiale internationale. Il y a beaucoup de questions sur, mais comment ça se passe avec la guerre en Ukraine? Alors, il y a des sanctions, mais il est vrai que la Station spatiale internationale garde ce côté, on va dire, diplomatique à part, où on continue à travailler là-haut. Il y a même un échange de sièges entre les États-Unis et la Russie, c'est-à-dire qu'à bord des capsules américaines Crew Dragon de SpaceX, il y a toujours un siège pour un Russe. Et de l'autre côté, dans le Soyouz russe triplace, il y a toujours un siège pour un Américain. Donc voilà, il y a une vraie coopération qui continue, mais en 2030, cette coopération va s'arrêter. C'est la date de la fin officielle de l'ISS. Elle était programmée pour 2024. Ça a été prolongé. Dernière question, Olivier Sanguy. Quel rôle pour la France là-dedans? Est-ce que le pays est encore une puissance spatiale? Oui, pleinement, parce que la France joue un rôle très important dans l'Agence spatiale européenne. La France est également un rôle majeur dans le lanceur Ariane 6, lanceur qui donne l'autonomie à l'Europe. C'est-à-dire que quand on veut lancer nos propres satellites ou nos propres missions scientifiques, on n'a pas besoin de demander à d'autres pays. Donc ici à Toulouse, par exemple, autre exemple d'importance de la France, ici à Toulouse, on téléopère un des instruments majeurs des rovers martiens Curiosity et Perseverance depuis Toulouse, parce que l'instrument est une coopération franco-américaine. Et c'est très important parce que, notamment, on peut étudier les données tout de suite, ces données martiennes. Donc, il y a de la science aussi derrière. Donc voilà, la France a une très bonne position dans le spatial, à la fois par sa participation à l'Agence spatiale européenne et à la fois en tant que puissance spatiale en tant que telle. Merci beaucoup, Olivier Sanguy, porte-parole de la Cité de l'Espace. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Toulouse, dans le sud de la France. Merci.